Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Le samedi 16 novembre prochain, notre association La pensée et les hommes organise dans la salle Dupriel de l'Université libre de Bruxelles un colloque sur le thème culte au pluriel, laïcité au pluriel et monarchie dans une Belgique confédérale. Nous avons mis le CON entre parenthèses. Et c'est pour moi l'occasion aujourd'hui de vous présenter ce colloque avec deux invités extrêmement prestigieux. Shemsi Sherif Khan, vous êtes l'organisateur des colloques de la pensée et les hommes, si j'ose dire. Vous êtes aussi administrateur de notre association. Et j'ai le plaisir de recevoir Maître Marc Tundal. Vous êtes professeur à l'Université de Bruxelles et avocat au barreau de Bruxelles. Et vous êtes constitutionnaliste, vous êtes spécialiste du droit constitutionnel. Et peut-être avez-vous un mot à nous dire sur ce terme confédéral que vous récusez? Oui, je le récuse parce qu'il y a une antinomie radicale entre le mot Belgique et le mot confédéral. En effet, une confédération d'États, ce sont des États indépendants qui décident de s'agréger pour faire quelque chose en commun, pour abandonner un peu de leur souveraineté propre. Donc c'est un processus qui va de la multiplicité vers une unité très relative, et non l'inverse. Pour que la Belgique confédérale existe, il faudrait d'abord que la Belgique n'existe plus. Et donc il y a là... Quel séparatisme? Oui, bien sûr, c'est le préalable tout à fait indispensable à la création d'une confédération d'États. Donc quand un parti politique, parce que finalement c'est surtout un parti politique, plaide pour une Belgique confédérale, ben, c'est un mensonge sur le plan juridique. C'est parti, vous savez, de ces réponses à une question d'examen qui ferait que l'étudiant serait sorti immédiatement. Le seul problème, c'est que dans le discours politique, ça passe et ça se ressasse même. Mais ça ne passe pas dans la salle d'examen. Non, et très sincèrement, mes collègues néerlandophones tiennent exactement le même discours que moi. Donc, oui, bien sûr. C'est vraiment un trompe-l'œil. Mais c'est un trompe-l'œil qui a évidemment des racines et des raisons d'être politiques. Mais il faut que les gens savent, parce que c'est très important de le savoir, que lorsque l'on parle de cela, on parle aussi, sans le dire, d'un éclatement du pays. Alors, les élections auront lieu au mois de mai 2014. Les cartes vont peut-être être redistribuées. Et nous nous interrogeons, nous en tant que laïcs, sur, au fond, la place des cultes, de la laïcité ou des laïcités et aussi de la monarchie dans cette future Belgique que nous voyons apparaître au loin. Alors, que peut-on dire? Peut-être commençons par le thème de la monarchie. Les choses ont un peu changé du point de vue monarchique puisque nous avons un nouveau roi depuis quelques mois. Qu'est-ce qui pourrait se poser comme question, Maître Tundal, à propos de la monarchie à partir de mai 2014? J'ai presque envie de vous dire, comme il ne s'est rien passé, il ne se passera sans doute rien jusqu'en mai 2014, il risque de ne rien se passer non plus après mai 2014. C'est-à-dire que il y a une grande frilosité du monde politique, en fait, par rapport à cette question. C'est-à-dire qu'on a un tout vieux système qui date de 1831, qui n'a pas été dépoussiéré, qui en 1831 était d'une extraordinaire modernité. Il faut savoir que le constituant belge a coupé les ailes du roi et les a coupées de manière très radicale. Donc on a dès le départ privé le roi des Belges de tout pouvoir personnel. Léopold Ier s'en est d'ailleurs plaint à longueur de règne, écrivant d'ailleurs à son épouse « J'avais su quelle horrible boutique était cette constitution dont on a affublé la Belgique, je ne serais jamais venu ici. » Donc, dès le départ, elle était très moderne en 1831, elle ne l'est plus, qu'on le veuille ou non, en 2013. C'est-à-dire on est resté sur un compromis qui a évolué d'ailleurs au fil du temps, parce que la démocratisation de l'État, le rôle des partis font que le roi n'a aucun rôle politique. Mais on peut encore donner l'impression d'être le titulaire des pouvoirs exécutifs, législatifs. Et c'est très malsain parce que dans l'inconscient collectif, ça donne l'impression qu'il pourrait avoir un pouvoir qu'il n'a par ailleurs pas. Donc il y avait ce nettoyage à faire. C'était probablement une manière aussi de renforcer la monarchie. Mais il est clair que le sujet est tellement tabou qu'on ne l'a pas fait avant les élections. Je ne crois pas qu'on le fera après. Vous pensez que les choses resteront... Je crois que les choses resteront en l'état, sous une nuance ou sous une réserve. C'est-à-dire que le roi actuel remplisse la mission à l'instar de la manière dont son père l'a remplie. C'est évident que s'il devait, ce qui ne semble pas être la ligne qu'il a l'air de se tracer, mais s'il devait vouloir exister, peser sur la vie politique, alors inévitablement, ce serait une conflagration du système, mais sans doute une remise en cause totale du modèle monarchique. Vous avez, à l'égard du thème de la monarchie,
une idée, Shemsi Chervekan. Expliquez-la un petit peu en 2 mots. Mais pour expliquer le thème de la monarchie dans le cadre du colloque, je voudrais revenir un instant au concept de Belgique confédérale. On a pris soin de mettre le CON entre parenthèses. C'est une manière de prendre précaution pour dire ce n'est pas le concept juridique proprement dit, qui n'a pas sa place évidemment ici, mais il y a quand même un contexte politique qui fait que certains se réfèrent à ce concept, mais de manière subliminale, pour nous, ça veut dire au fond le processus de réforme que les Belges ont entamé depuis quelque temps est loin de toucher à sa fin, mais que sans doute à partir de 2014, on va devoir adopter une autre logique de fonctionnement, c'est-à-dire plutôt que dire qu'est-ce qu'on transfère aux entités fédérées venant du fédéral, on va commencer à se dire mais au fond, qu'est-ce qui nous unit, sur quoi on se met d'accord, qu'est-ce qu'on est prêt à financer ensemble, c'est-à-dire le contenu du fédéral. Et dans le même contexte, qui finance les cultes, qui finance la monarchie. On a fait quelques opérations cosmétiques concernant la dotation, enfin les dotations. Et on peut se rendre compte que si, comme certains souhaitent, on allait vers une monarchie purement protocolaire, j'allais dire bêtement protocolaire, il faut se rendre compte que c'est un folklore coûteux, un luxe qu'on ne peut pas se permettre, et que si ce n'est pas une monarchie protocolaire, c'est quoi? Eh bien là, nous commençons, et nous allons approfondir le concept à l'occasion du colloque, à parler d'une monarchie résolument républicaine et laïque. Qu'est-ce que ça veut dire une monarchie républicaine un peu contradictoire. Une monarchie républicaine, c'est une monarchie républicaine. Voilà, déjà en 1831, on a parlé de monarchie républicaine. Et l'expression a été utilisée par un jeune député de 26 ans qui s'appelait Jean-Baptiste Nothomb, l'ancêtre des Nothomb que nous connaissons aujourd'hui, député de la province du Luxembourg, qui a dit très clairement nous sommes un certain nombre à rêver d'une république, mais l'ère du temps n'est pas propice à ça. Hein. Les puissances tutélaires ne voulaient pas entendre parler de cela. Donc il fallait une monarchie. Eh bien, si c'est une monarchie, eh bien, que ce soit une monarchie républicaine. Et d'ailleurs, Marc Ruytendal a très bien dit en quoi c'était révolutionnaire le concept de la monarchie de l'époque. C'était déjà une monarchie républicaine pour l'époque. Le roi règne mais ne gouverne pas, il est le roi des Belges et pas de la Belgique, le contre-seing ministériel, etc., etc. C'est des innovations énormes, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, dans une Belgique de plus en plus fédéralisée, pour ne plus parler de confédérale, il faut tout de même que les gens du Nord et du Sud se disent, mais au fond, qu'est-ce qu'on attend de cette monarchie? Et dans le contexte actuel, je précise, dans une société de plus en plus multiculturelle, multiethnique, multireligieuse, multicommunautaire, tout ce qu'on veut, et avec les tendances au communautarisme qui sont peut-être quelque part les germes de destruction de ce pays qui est en train, parfois on se demande s'il n'est pas en train de se libaniser, si j'ose dire, pour utiliser un terme qui n'a peut-être pas sa place, mais qu'est-ce qui est au-dessus des partis? Qu'est-ce qui est au-dessus des intérêts catégoriels, comme on dit? Eh bien, ça ne peut être que la monarchie qui devrait pouvoir devenir une espèce de parangon des vertus républicaines. Autrement dit, ce n'est pas le roi en tant que tel, mais il faudrait qu'il soit entouré d'un conseil des sages, un conseil de la couronne, qui remplacerait avantageusement, à mes yeux, en nos yeux, nous sommes nombreux à en penser. On verra, on s'étonnera de voir les gens qui vont parler de ça au colloque, je ne vais pas citer des noms, mais idéalement, puisqu'on supprime le Sénat, il faudrait songer à quelque chose de ce type-là concernant la fonction de la monarchie et pas une fonction du type monarchie protocolaire qui, à mes yeux, n'a aucun sens. Oui, votre réaction, oui, quelques remarques et en vrac et en reprenant le fil de ce qui vient d'être dit. Première observation, et je crois qu'elle est évidemment fondamentale, c'est que la monarchie telle qu'elle a été conçue au départ, même si Jean-Baptiste Nothomb, qui est d'ailleurs l'une des plumes avec De Vaux, l'une des 2 plumes de la Constitution belge, ce sont ceux à 2 qui ont écrit le premier projet, a évoqué ce concept de monarchie républicaine. Il est clair que très paradoxalement, cette monarchie, elle est quasi déjà protocolaire dès 1830. Donc ça, c'est un premier élément, et il est central. C'est-à-dire, dès le moment où le roi n'a pas de pouvoir,
dès le moment où le contre-seing est requis pour tous les actes qu'il pose, il n'a aucun pouvoir personnel. Donc on est déjà dans cette logique-là, dans du protocolaire, c'est-à-dire qu'il a une fonction représentative. Alors, qu'est-ce qui tempère cela ? Quelque chose qui s'est malgré tout un peu amolli au cours du temps, même si ça peut encore exister, c'est son pouvoir d'influence, de conseil, de mise en garde qu'il peut avoir à l'égard des ministres. Mais ça, à la limite, tout le monde peut avoir à l'égard de tout le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait fondamental. Et puis, il reste, et c'est le seul élément qui fait que la monarchie belge n'est pas une monarchie protocolaire, il reste le fait qu'il intervient dans les processus de crise comme un arbitre au-dessus du lot. Jusqu'à les formations de gouvernement. C'est-à-dire qu'il désigne les informateurs, les formateurs, les médiateurs, voilà, les négociateurs, les plombiers en tout genre. Donc c'est sa mission, tout en sachant qu'il le fait en étroite liaison avec les acteurs politiques forts du moment. Hein. Il faut pas se rêver, c'est pas lui. Il tient compte du évidemment. résultat des élections. Et je dirais qu'il a probablement toujours l'un ou l'autre conseiller privilégié. Je crois d'ailleurs que pendant la crise qui a été peut-être la plus délicate, pas la plus longue, mais la plus délicate, qui est celle de 2007, il était un peu en défaillance et en déficit de conseillers privilégiés. C'est pour ça qu'on a senti peut-être moins une ligne de conduite dans les initiatives qui sont prises. Alors, moi, je crois que l'idée que ce Kahn vient de développer est extraordinairement dangereuse. Hein. C'est-à-dire que pouvoir aujourd'hui essayer de renourrir le modèle monarchique d'un quelconque pouvoir, c'est en revenir à une cour de Louis XIV aménagée. D'abord, le Sénat existera toujours. Je suis le premier à critiquer la manière dont la réforme du Sénat est opérée. Il faudrait sans doute y consentir beaucoup plus de pouvoir, mais il est clair que le Sénat existera toujours, même si ça ne sera plus une assemblée permanente. D'autre part, et créer une sorte de groupe comme ça, de conseil de la couronne, qui existe déjà, mais qu'on ne réunit plus depuis 1960 d'ailleurs, autour du chef de l'État. Que le roi ne réunit pas. Ce n'est pas le roi qui réunit. Le roi, de fait, c'est un acte politique, réunir le conseil de la couronne, donc il ne peut pas le faire sans contre-seing. Et on n'a plus besoin de ça. Ce sont des vieilles poussières du passé qui ne sont plus guère utiles. On se sert des ministres d'État en une circonstance, c'est quand il faut faire gagner du temps dans un processus de crise, on les invite, on leur fait parler, personne n'écoute ce qu'ils ont à dire, ce n'est pas grave. Mais c'est des jeux de rôle. Moi, je crois, et j'étais un peu inquiet dans entendant ce qui était dit, quand on dit au-dessus des partis. Il ne faut rien au-dessus des partis. Et ce n'est pas un penseur d'extrême gauche qui l'a mis en évidence, c'est Raymond Aron qui a dit la démocratie, on peut avoir 1000 définitions. C'est d'abord le multipartisme. Et ça se traduit dans des majorités au Parlement. Alors qu'on ne vienne pas créer des structures venues d'on ne sait où, sans légitimité démocratique. Parce que qui donnerait une légitimité démocratique à cette sorte d'ectoplasme qui serait autour du roi, qui lui-même a sans doute une légitimité juridique, mais n'a aucune légitimité démocratique. Aucun Belge ne l'a élu et n'a choisi. Je trouve ça extraordinairement dangereux. Alors c'est vrai qu'à mon sens, il faudrait revoir le modèle monarchique. Pour en faire une monarchie, le terme protocolaire est sans doute inutilement polémique, mais je crois que c'est très simple. La Constitution, on peut la modifier très facilement pour arriver à quelque chose qui correspond à une réalité qui est cohérente, c'est de dire que le pouvoir exécutif est exercé par les ministres réunis en Conseil, que le pouvoir législatif est exercé par 3 branches, la Chambre, le Sénat et les ministres réunis en Conseil, que le roi est le chef de l'État protocolaire et formel, mais on peut, à mon sens, pour le moment en tout cas, parce que je crois que ça a été plutôt un facteur de stabilité qu'un facteur d'instabilité, lui maintenir ce seul pouvoir important qu'est la désignation des acteurs en période de crise, c'est-à-dire le pouvoir de nommer les ministres. On pourrait faire toute une série d'autres choses. Moi, j'avais imaginé des solutions pour donner plus de légitimité démocratique au chef de l'État. Mais vous en parlerez au colloque. Mais le fait est, oui peut-être, mais le fait est que de toute façon, on vient de manquer une occasion, donc on peut le prévoir pour l'avenir, mais il n'y a plus urgence. Avançons un peu dans la discussion, parce qu'on va aussi évoquer la question des cultes et des laïcités au cours de notre colloque. Alors, quelles sont les questions qui se posent Shemsi Cherif Khan à propos des cultes en Belgique? Alors, la toute première question qui se pose, c'est s'il fallait créer un système de reconnaissance et de financement public, etc. Aujourd'hui, est-ce qu'on ferait ce qu'on a fait jusqu'à présent? Est-ce qu'on maintient? Nous sommes nombreux à penser que non. Et donc, une raison de plus, en tout cas, de se dire, mais au fond, quelle est la place des cultes et des philosophies dans la société du XXIe siècle, en tout cas dans la Belgique du XXIe siècle, c'est-à-dire une Belgique largement fédéralisée. Parce que derrière cette question, il y a évidemment la question de qui reconnaît les cultes, si tant est qu'on continue d'en reconnaître, qui les finance. Parce que là se pose une question majeure dans Je crois que c'est un peu la question majeure. Hein, oui, mais dans la logique des réformes institutionnelles, personne n'a jamais soulevé, à ma connaissance, et elle a marqué plus, évidemment, même que moi, l'évolution des choses, des débats.
personne n'a sérieusement soulevé la question de savoir pourquoi on ne communautarise pas les cultes qui sont une matière personnalisable par excellence. On a fait pour l'enseignement, pour des tas d'autres choses, la politique de la petite enfance, etc. On aurait pu le faire également pour les cultes et les philosophies. Et enfin, on sait qu'il y a des réticences de divers ordres, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut se poser la question, ne fût-ce que pour que les communautés, voire les régions, parce qu'il y a aussi des implications régionales, en matière de financement des édifices du culte, les régions interviennent, en matière de nomination, enfin le traitement et la pension des ministres de culte, ou les cours de religion, etc. Les communautés ont beaucoup de choses à dire. Donc on a commencé à faire quelque chose, mais nous estimons qu'il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas aller plus loin, en partant de l'idée que c'est un héritage du passé qui nous paraît un peu anachronique, un peu opaque, un peu inégalitaire. Où va l'argent? Pourquoi autant là et moins là, etc. Beaucoup d'un côté. Beaucoup d'un côté, moins d'autre côté. Nous en arrivons à parler des cultes orphelins dans la mesure où il en existe mais ne sont pas reconnus, donc pas subsidiés. Et même parmi les cultes reconnus et les philosophies non confessionnelles, il n'y a pas 2 poids, 2 mesures, il y a 7 poids, 7 mesures. C'est inadmissible aujourd'hui dans une société égalitaire. Il faut une égalité de traitement et ne fût-ce que est-ce qu'on va reconnaître de nouveaux cultes ou philosophies, l'hindouisme, le bouddhisme? J'entends de plus en plus des amis alévis dire nous aussi on aimerait être reconnus parce qu'on ne s'identifie pas au pilier islamique qui pour nous est particulièrement obscurantiste, alors que les alévis se veulent des musulmans ouverts, libéraux, humanistes, laïcs. Où est la place des musulmans laïcs dans cette société? Ils ne se reconnaissent pas dans le pilier de l'athéisme, entre guillemets, et ils sont orphelins du pilier islamiste qu'ils trouvent obscurantiste et rétrograde. Mais il faut leur faire une place dans cette société. Alors, si on veut parler de tout ça, il faut tout mettre à plat, selon nous, donc la place des cultes et des philosophies dans la Belgique du XXIe siècle, pour poser les questions de financement, les questions de reconnaissance. Oui, mais prenons un exemple très simple. Je parle souvent des cours concédés de religion aux organisations privées que sont les cultes. Ce sont des cours concédés. L'État, enfin les pouvoirs publics payent, mais ne se mêlent de rien. Donc ce sont les cultes qui organisent tout, le contenu des cours, la formation des maîtres, etc. Le cours de morale, ce n'est pas un cours concédé à l'organisation reconnue de la laïcité, peut-être fort heureusement, mais en tout cas, 2 poids, 2 mesures. Je vous explique, mais c'est pas tout à fait exact. N'importe qui peut devenir professeur de morale, pratiquement. Et autre inégalité, c'est que le culte islamique est reconnu depuis 1974. Il n'y a toujours pas d'émission concédée à l'organisation du culte islamique en Belgique. Certains diraient, dont moi, fort heureusement, parce que si on l'avait confié à l'exécutif des musulmans, ça aurait été assez discutable, pour ne pas utiliser un terme plutôt négatif, acceptable, disons, pour ne pas être plus virulent par rapport à ça. Et donc, les inégalités sont nombreuses et on peut estimer que ça ne peut pas durer comme ça. Mais la première question, c'est est-ce qu'on va continuer de reconnaître des cultes et les subsidier à hauteur de pratiquement 650 millions, y compris les cours de religion, par an, c'est-à-dire le quart du budget de la défense, c'est quand même pas n'importe quoi, 5 fois le budget de l'Office de la naissance et de l'enfance qui offre à la population des vaccins gratuits, qui finance les crèches, il n'y en a pas assez. Alors que faire? Supprimer les subventions? Marc Untendal, saupoudrer différemment. Quelles sont les solutions? Nous arrivons aujourd'hui, malheureusement, comme les carabiniers d'Offenbach. Il est sans doute beaucoup trop tard. Alors, c'est vrai qu'a priori, moi, je crois qu'il n'y a pas de lien fondamental entre la fédéralisation de l'État, les transferts de compétences et la problématique des cultes. Il faut savoir que l'idée qui était évoquée par M. Chefkan tout à l'heure on va voir ce qu'on fait encore ensemble, c'est la position de la NVA, c'est la position de Didier Renders, je ne suis même pas sûr que ce soit la position du MR, il l'avait en tout cas développée en son temps.
ça a été complètement dépassé et annihilé par la 6e réforme de l'État. Donc ça reviendra sans doute, c'est d'ailleurs dans une disposition virtuelle de la Constitution, mais je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, c'est vrai que les cultes, moi, à titre personnel, je suis plutôt favorable à leur régionalisation, parce que j'espère, mais c'est peut-être un vœu pieux, c'est le cas de le dire, que du côté francophone, on pourrait essayer de revenir radicalement sur un système pervers qui est en place depuis 1830. Mais il y a eu à la fois les concepteurs du système, l'unionisme, 1831. Oui, la politique de les libéraux non catholiques n'étaient pas les plus forts. Ils ont dû avaler des couleuvres et personne ne peut leur en vouloir. Mais c'était une première défaite de la laïcité. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré du concordat de Napoléon sans la force politique de Napoléon qui faisait contrepoids. Et ici, on avait le concordat de Napoléon, les avantages conférés à l'Église, avec un pouvoir qui était le pouvoir catholique, donc le pouvoir de l'Église. Et des liens très étroits entre le parti catholique Exactement. et le clergé. Et tout ça s'est tissé pendant tout le 19e siècle, avec le deuxième grand rendez-vous manqué, c'était sur le plan scolaire, c'est la première guerre scolaire, 1879, où ça a été un véritable un acharnement des évêques contre tous ceux qui rêvaient d'une école publique. Le pacte scolaire a été une grande défaite de la laïcité, parce qu'on a accepté cette sorte d'égalité des réseaux, et on a accepté surtout de mettre de l'argent public dans l'école privée. Et l'argent public qu'on met dans l'école privée, c'est de l'argent public qu'on ne met pas dans l'école publique. C'est pas moins plat que cela. Mais alors, tout ça, c'est jamais qu'un combat où il y a un fort et un faible. Mais le faible, c'est le laïc. Mais le grand moment de pétainisme laïque, je pèse mes mots, c'est 1993. C'est quand le Centre d'action laïque, ces leaders de l'époque se sont battus. Pourquoi ? Pour arriver à faire vivre un système qui vient d'être dénoncé il y a quelques secondes, quelques minutes, c'est-à-dire faire reconnaître la laïcité comme un culte non chrétien, non divinatoire, non religieux, un culte religieux, mais un culte comme un autre, avec la possibilité de venir pouvoir laper des subsides à l'abreuvoir, sans même avoir la garantie qu'ils soient suffisamment consistants. Et en admettant cela, la laïcité officielle en Belgique a fait cette erreur monumentale d'être elle-même complice. C'est dans ça que j'utilise le mot pétainisme, c'est qu'on devenait des collaborateurs, c'est-à-dire des collaborateurs d'un système qui ne se fonde pas sur une revendication, sur une revendication visant à opérer la séparation entre l'Église et l'État. Et on en arrive aujourd'hui, c'est dans ça que je remuais tout à l'heure sur ma chaise, on en arrive aujourd'hui à un constat très clair, qui sont en effet les cours de morale et de religion. Et très étonnamment, mon collègue Hugues Dumont, faculté universitaire Saint-Louis, qui est un homme remarquable, mais qui a une vision qui vient plutôt de l'autre bord, dit exactement la même chose que le professeur de droit constitutionnel laïque ULB que je suis, c'est dit, ce cours de morale non confessionnelle, oui, c'est un cours pas de religion, mais assimilable à une religion, on ne peut contraindre personne à le suivre. Il n'est plus résiduel. Et aujourd'hui, tous les constitutionnalistes consultés ont dit ce cours, personne ne peut être tenu de le suivre. Curieusement, pas plus que les cours de religion. Pas plus que les cours de religion. Pourtant, tous les élèves, enfin, vous avez des enfants, j'ai des enfants. Bien sûr. Dans, écoutez, dans moi, quand j'ai inscrit mes enfants en première primaire, j'ai voulu le refuser, puis je me suis dit, je ne vais pas les prendre en otage de mes propres convictions idéologiques, et je ne l'ai pas fait. Dans le fond, j'en suis toujours heureux pour eux, parce que c'était une manière de leur faire mener un combat qui n'était pas le leur, et on n'a pas à faire ça avec ses enfants. Mais les Flamands, eux, ne doivent pas suivre les cours. Mais justement, et les Flamands, ils ne doivent pas le faire. Et deux remarques, quand M. Schriefkan nous dit, attention, n'importe qui peut être prof de morale. Non, ça ce n'est pas vrai. En Flandre. Et c'est la conséquence de l'introduction de la laïcité, entre guillemets, parce que ça n'a rien à voir avec la laïcité au sens étymologique du terme dans la Constitution. Aujourd'hui, en Flandre, ce sont les organisations laïques qui proposent les professeurs de morale. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas dans la. Et le Conseil d'État a considéré que la législation de la Communauté française, la réglementation en l'occurrence, était irrégulière parce que les organismes laïques n'intervenaient pas dans la désignation des professeurs de morale. Et le Conseil d'État dit juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un culte comme un autre. Mais c'est tragique, évidemment. Parce que dès le moment où il n'y a plus aucun mouvement philosophique qui défend la séparation entre l'Église et l'État, et que ceux qui le faisaient sont devenus une autre Église, d'une part, que d'autre part, les partis politiques sont malgré tout mal à l'aise, prisonniers de logique de majorité, et ne défendent plus du tout une défense claire de la séparation de l'Église et de l'État, je crains malheureusement que même si on régionalisait le culte, le lobby qui était majoritaire en 1831 et qui est tout à fait minoritaire, ou en tout cas largement minoritaire aujourd'hui, qu'est le lobby catholique, continuera à perpétuer un système où on paye les ministres du culte, où on finance les édifices du culte, et on met dans l'école privée d'un culte l'argent qu'on ne met pas dans l'école publique. Édifices souvent vides d'ailleurs.
Mais oui, mais bien sûr. Mais il y a une désaffection par rapport au lieu de culte. Il n'en demeure pas moins qu'en moyenne, la population en Belgique va à l'église pour les naissances, les mariages, les enterrements. Donc c'est quelque chose d'ambigu. C'est une religion qui finalement ne fait plus de mal à personne. Avec évidemment, et on l'a dit, deux remarques qui me paraissent tout à fait fondamentales. C'est que quand on parlait, et c'est en vous écoutant que j'ai étiqué la reconnaissance d'un culte. Quel État est compétent pour reconnaître un culte? C'est quelque chose qui relève je dirais, de l'intime d'un groupe de personnes. Et il n'y a pas les bons et les mauvais, ceux qui ont vocation à être reconnus et ceux qui ne l'auraient pas. Dans un monde de liberté, chacun a le droit d'avoir son culte. Au nom de quoi peut-on reconnaître certains et en refuser d'autres? Mais d'autre part, et c'est ça qui est tragique, c'est qu'on finance des portions de population classées sur un terrain philosophique ou religieux, dont on n'a pas toujours, pour certains d'entre eux, des garanties sur le respect de l'idéal démocratique. Et demain, vous pourrez avoir toute une série de cultes qui pourront, très clairement, même en générant, notamment sur le plan de l'égalité de l'homme et de la femme, des conceptions qui sont contraires à nos valeurs, avoir droit, de manière inconditionnelle et incontestable, à un financement public. C'est quand même très préoccupant. Eh bien, je vous remercie, Marc Tundal, Shemsi Chirevkan, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On n'a pas vraiment parlé de laïcité au pluriel, mais à travers votre discours, on comprenait qu'il y a diverses formes de laïcité et diverses façons de la concevoir. Je rappelle aux personnes qui nous suivent que nous allons donc organiser le 16 novembre prochain un colloque à l'Université libre de Bruxelles, colloque pour lequel il faut s'inscrire. L'adresse de La Pensée et les Hommes viendra dans le générique final. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.